Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit... Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là! Match nul! Bonjour et bienvenue à Match Nul, épisode 43, épisode spécial rivalité comme on peut voir dans nos différents décors. Ben qui prend une rivalité qui existe seulement dans son cœur et moi qui prends les rivaux éternels du Canadien. Voilà. Non, c'est rivalité entre moi et David surtout, là, c'est pas juste dans mon cœur. Mais, non, effectivement. Ben oui. C'est le chandail des Broncos, l'année où ils ont perdu contre les Super Bowl. Contre les Seahawks au Super Bowl. Super Bowl 48, vous voyez. Fait que c'est un t-shirt rivalité. Donc c'est dit. Ah, puis aussi parce que Manning est fort au golf, mais ça, on en parle plus tard. On en parle plus tard. Et les boys, comme c'est tradition à Match Nul, votre semaine sportive, comment ça s'est passé? Écoute, c'est rough. Golf, puis c'est ça. Bundesliga, j'ai écouté un peu. Yo, Davies, il y a un match. Davies, the future is bright. J'ai bien hâte. Sinon, je joue à FIFA. C'est about it, ouais. J'ai augmenté la difficulté de mon FIFA parce que là, je suis tanné de gagner 5-0. Je gagne 5-0 à la place. Grosse nouvelle. Breaking news. J'ai cru entendre qu'il y avait des pourparlers de Mbappé avec l'Impact. Est-ce que c'est vrai? Non. Non? T'es sûr? Next. Ça n'a pas changé, ok. Des pourparlers. Puis toi, David? Pas mal écouté de la F1 e-sport. C'est vrai, je vois à Madden NFL. J'ai aimé hier, parenthèse, je l'ai écouté, puis le meilleur moment de la course, c'est quand ils ont fait l'entrevue avec Juan Pablo Montoya, puis fait qu'on voyait pas, il commentait pas ce qui se passait. Exactement. C'était excellent. C'est très Formule 1. Non, sinon, moi, j'ai recommencé à faire du rollerblade parce que je me suis dit qu'il faut que je recommence ma remise en forme bientôt. Wow. Ouais, j'essaie parce que je me suis dit que les sports reviennent probablement dans 2 mois. Fait que pour être bon dans 2 mois, l'entraînement, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que je vais faire la stratégie que certains d'autres. Puis j'essaie de pas me blesser. Il y a tellement de nids de poule, moi, dans mon coin. Mais sur ce lien incroyable, Maxime, tu as une galerie de presse pour nous. Ben oui, il y a justement Steven Saba, qui est un joueur de l'Impact. Wow, la ville. C'est choignant. Non, c'est un gars random, je trouvais qu'il courait pas terre. Continue! Steven, les joueurs de l'Impact ont continué l'entraînement malgré le confinement individuellement. Puis, il y a Steven Saba, qui est un joueur haïtien qu'on a signé l'année dernière de transfert. Il n'a pas encore joué, mais c'est un bon potentiel. Il s'entraînait, il courait dans la rue, puis il s'est cassé le pied en courant. Puis là, ça a un peu fait chier tout le monde parce que tout le monde en MLS, tout le monde, pas mal, genre 10% des équipes sont de retour à l'entraînement dans leur centre d'entraînement, etc. Sauf l'Impact l'est pas encore parce que la situation à Montréal n'est pas écœurante, on le sait. Mais eux, l'Impact veut juste rouvrir le centre Nutrilait, qui est le centre d'entraînement, pour que les joueurs puissent s'entraîner individuellement, mais la ville voulait pas, les laissait pas. Là, le joueur s'est blessé, quelque chose qui serait pas arrivé s'il aurait pu s'entraîner justement au centre Nutrilait. Puis Kevin Gilmore est allé en entrevue donner de la marde à la ville après. Puis guess what, le centre Nutrilait est ouvert cette Fait que c'est grâce à lui. On pourrait dire. Merci le pied gauche de Steven Saba. Du pain qu'on t'habite au soccer, ça se pitch à terre. Ouais, mais si ton pied est cassé, je vais te dire que tu vas juste rester à terre. Là. Mais tu veux savoir quoi? Il savait même pas que son pied était cassé. Il a fini sa course, il est rentré chez eux, puis ils m'ont dit, il s'est fait dire que son pied était cassé, il avait juste mal au pied. Il s'en occupe genre le lendemain. Ben ouais, bien correct. Gros gars. Prochaine nouvelle, les boys. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le hockey de retour, ça a l'air. Et des séries à 24 équipes. Donc, je sais pas. On va faire une petite montée de lait, mais pourquoi 24? Pour qu'il y ait Montréal puis Chicago, c'est tout. Chicago et aussi New York.
Mais ça n'a pas de sens parce que, tu sais, on a joué 80% des matchs de la saison. Fait que pourquoi, genre plus de 80% des matchs, fait que pourquoi on mettrait, genre c'est plus significatif que les demi-saisons qu'on a faites, si on avait 16 équipes, fait que pourquoi? C'est rien. Mais pourquoi? Mais c'est plus, ils ont pris genre les équipes qui avaient comme encore statistiquement des chances de les faire ou c'était juste 24 comme ça? Les 24 points. Puis ça c'est niaiseux parce que c'est pour, tu sais, genre si tu joues, ben ça va être dans une aréna désert, fait que le niveau rentable ça sert à rien. Tu vas juste plus dépenser d'argent. 2! Mettons, là, ils ont approuvé la ligue, pas la ligue, mais l'association des joueurs, mais ils n'ont pas encore décidé c'est quand. Fait qu'il manque encore plein de trucs à décider. Fait que ça risque, le temps qu'ils décident, ça risque de prendre encore plus longtemps. Ils vont puis quand ils vont se rendre, mettons, à Vegas, il va y avoir 2 semaines de confinement, ou qu'importe où est-ce qu'ils s'en viennent, parce qu'ils doivent faire la règle du confinement. Fait que s'ils viennent d'Europe, ils doivent faire 2 semaines de confinement avant que se joignent dans les autres. Après ça, tu auras 3 semaines de pratique. Fait que ça fait déjà 5 semaines. Puis après ça, les séries commencent, avec 5 rondes. Ça donne le fun. Ça veut dire que... Ça finira jamais, cette affaire-là. Ça veut dire que la coupe, mettons, genre, si ça commence bientôt, là, les semaines de confinement, puis après la pratique, genre, on va dire mi-juin, ça veut dire la coupe sera donnée le 24 septembre, genre. Ça, c'est considérant qu'il n'y a pas de cas de COVID. La saison commencera en décembre. Ouais, c'est ça. C'est clair, ça va jamais finir. Fait que ça que ça va dire, c'est que tu vas retarder ta saison prochaine, où est-ce que tu pourrais avoir des partisans pour avoir moins de matchs pour finir une game, une saison où est-ce que tu n'auras pas de partisans pour faire pas d'argent. C'est quand mais les droits télé. S'ils commencent la prochaine saison en retard, ça veut dire que les prochaines séries sont en retard, ça veut dire que la prochaine saison est en retard. C'est quand que tu reviens dans vrai, genre. C'est ça partout. C'est ça partout. C'est n'importe quel. Moi, qu'est-ce que je suis, c'est la MLS, of course. Tu sais, t'as tous les championnats extérieurs aussi, comme la Coupe canadienne, puis la Ligue des champions, tout ça, c'est des championnats extérieurs, mais là, ils vont-tu le repousser à l'année prochaine? Là, ils parlent de faire justement comme la LNH, un tournoi. Fait que c'est OK. Fait que là, tu scrapes ta saison, tu fais sur un tournoi pour juste donner un champion pour avoir tes droits télé, faire ton argent. Comme ça, t'es capable de sauver tes équipes. Mais tu sais, moi, l'option tournoi, ça, c'est différent. Je trouve ça. Parce que là, ils font juste faire straight up série à 24. Tu sais, mettons, tu fais OK, on fait un tournoi hors concours, ça n'a pas rapport, fait juste faire juste pour jouer, on va dire. Là, OK. Tu sais, la MLS, je comprends plus. Là, c'est juste genre. Ouais, mais si tu mets pas, s'il n'y a pas d'enjeu, ils vont s'en crisser. Les joueurs vont pas jouer, ils veulent pas se blesser, ils veulent pas y aller juste pour pogner le risque d'être malade. Là. Ils vont pas y aller. Ça prend de l'enjeu. À quel point ils vont jouer? Je veux dire, à la base. Ben, tu regardes en Allemagne, là, ça a repris puis ça joue. Ouais, mais tu sais, t'as les équipes qui avaient le pace, par exemple, mettons, les Flyers, là, ils l'auront plus. Il y a des équipes, mettons, qui avaient. Plus personne n'a le pace, c'est pas un bon point, ça, Chris. Non, je sais, mais moi, tout le monde a arrêté. Imagine ça. Quand tu vas arriver à la deuxième round, t'as une équipe qui va avoir le pace, puis l'autre, ils vont se faire surprendre en crise. Là. Non, c'est ça, tu sais, comme, mettons, ceux qui passent, là, Boston, Philadelphie, les Lightning, les Capitals pour l'Est, là, si jamais ils se font. Eux, qu'est-ce qu'ils disent, prévoient, c'est faire des matchs entre eux. Mais tu sais, ils vont pas se donner à fond dans ces matchs-là. Ils vont juste pratiquer. Fait qu'ils n'auront pas d'adversité. Ils ont moins de chance à. En tout cas. Donc, si je comprends bien, pour le Canadien, c'est un peu la meilleure chance de gagner la Coupe dans les 10 prochaines années, c'est ça? Puis pour vrai, oui. Puis si ça arrive, c'est le fun, mais c'est. Ça enlève toute crédibilité. Pour vrai, ça serait comme genre, come on. Je pense qu'on peut se souvenir cette année au hockey comme l'année où est-ce que. Pas tant l'année du COVID, plus l'année que Toronto a perdu contre un chauffeur de Zamboni, pour être honnête. Ouais, non, mais imagine, Carey Price, à la fin des saisons, il est tout le temps genre, je suis fatigué mentalement. Imaginez, Carey Price, il arrive top shape dans la série. On verra plus ça, là. Mais tu sais, moi, l'affaire qui m'énerve, c'est comme genre, tu sais, ils ont jamais. Tu sais, Weber qui dit genre, oh ouais, on rentre en série, c'est pas juste, mais on se croit en nos chances dedans, c'est comme, bro, tu sais. Oui, mais ils savent tout, là, sont pas stupides non plus. Là. Oui, puis, tu sais, l'affaire qui est niaiseuse, c'est qu'ils ont fait un vote, puis c'était les membres de l'association de chacune des équipes. Il y avait le choix de faire voter par eux-mêmes ou demander à leur équipe. Il y a certains qui ont décidé de demander à leur équipe, puis d'autres qui ont décidé de juste faire fuck off. Moi, je dis, on y va. Puis, tu sais, comme. Il y a 2 équipes qui ont dit non, on n'accepte pas le format, puis c'est le Lightning, puis les Hurricanes. Parce qu'ils disent que c'est pas juste que certaines équipes, mettons, par exemple, comme le Canadien, qui était en fond de classement, que si, mettons, on va dire qu'on avait joué. Statistiquement, c'était que. Ouais. Mettons que c'est juste une question de marché, c'est tout. Je vais juste dire ça, mettons qu'on joue. Le COVID arrive une semaine plus tard, puis qu'on a une petite mauvaise passe, ben Buffalo est en avant de nous.
Simplement. Ouais. Buffalo a le même nombre de points. À un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu tranches quelque part, puis on décide de faire ça. Un, tu as plus de matchs à jouer, c'est plus de revenus. Ouais. Tout le monde est content avec ça. Mais t'as pas de revenus. T'as pas de revenus. Il n'y a pas de personne. T'as des revenus télé. C'est pas juste des crises de billets. C'est des revenus télé. C'est des deals de plusieurs millions de dollars. Là. OK, fait que t'es en train de me dire que tout le monde va se ruer à acheter des publicités pour du hockey en juin, genre à Phoenix. Ben, t'as quand même... Le minimum qu'ils peuvent avoir, c'est mieux que fuck all. À Phoenix, non. Il y a plein d'équipes qui sont dépendantes justement des revenus de la ligue. Que ce soit que les billets, que ce soit les revenus, c'est une ligue qui marche à fond, qui redistribue. C'est une ligue communiste. C'est une ligue qui est basée sur billets, c'est la vente de billets. Fait que tu peux pas avoir tes hauts profits de billets. Tu peux pas en vendre, mais tu peux faire un minimum de revenus en faisant ce tournoi-là. Si t'es capable de faire ça, c'est mieux que fuck all. Oui, tu mets tes joueurs à risque, mais on est dans une société capitaliste, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, la vraie raison, c'est pourquoi 24, là, genre, ça... Moi, je trouve que le nombre 24, c'est beaucoup trop. Là, c'est plus pour avoir... plus de matchs? De un, t'as plus de matchs, de deux, t'as plus de gens qui peuvent écouter des matchs. Tu sais, à la base, Montréal aurait pas dû être là, New York, peut-être pas. T'as plein de gros marchés qui auraient même pas écouté les séries, que là, tu peux dire, ils vont être là, les gens vont écouter le hockey. Puis vu que ça va continuer, puis ça va reprendre, mettons, septembre, octobre, novembre, ben les gens vont être plus intéressés à y retourner. Ils vont déjà être dans un mood. Tandis que si tu mets pas ces équipes-là, ben l'intérêt se perd. Puis, c'est ça, comme on disait, le hockey, c'est une ligue qui a besoin de ses revenus. Ouais. Ben, si les gens ils vont pas, les gros marchés suivent pas, c'est là que tu perds un peu tout l'intérêt pour ces villes-là aussi. Là. Il y a quand même des équipes pour qui c'est fair. Les Canadiens, c'est pas fair, mais il faut quand même que tu y ailles en tranche de 8 quasiment, là, fait que t'as pas le choix d'aller à 24 ou t'aurais pu faire 4, mais il y a quand même des équipes qui étaient sur le bord des fers qui auraient pu se classer, puis là, finalement, ils n'auraient pas fait les séries. Moi, la peur, puis ça, j'avais lu ça en quelque part d'un des commentaires, des personnes de la LNH qui parlaient. Moi, ma peur, c'est qu'ils disaient on aime ce modèle-là parce qu'on pourrait l'adapter pour le futur. Puis ça, moi, j'ai un problème avec ça, là. Non, on n'est pas là. On verra, mais c'est une situation exceptionnelle en ce moment. Là. Non, personne ne sait quoi faire, fait que c'est une solution. D'après moi, ça va pas rester. Il y aura certainement une adaptation à faire, mais ça va revenir à normal, d'après moi. C'est peut-être pas l'année prochaine à cause du décalage, mais peut-être ça va prendre une couple d'années pour revenir à la normale, mais éventuellement, ça va revenir à la normale. Moi, ce que je veux dire, c'est faire des séries à 24 équipes, ça, je veux dire. Non, mais d'après moi, qu'est-ce qu'il risque de faire la saison... Excuse-moi, Ben. Qu'est-ce qu'il risque de faire la saison prochaine? C'est moins de matchs. Est-ce qu'ils vont en faire 60? C'est ça qui était privé à la base. C'est ça que je trouve niaiseux. Parce que ils font plus d'argent avec des billets. Fait que, en tout cas, bref. Oui, mais tu perds quand même tes revenus pour ta fin de saison pour tes séries. C'est déjà des contrats qui sont signés, je suis certain, au début de la saison. Fait que tu peux pas perdre ça, c'est énorme pour eux. Ça pourrait coûter des franchises complètement. Là. Puis tu regardes une équipe comme fucking Phoenix, où est-ce que tu sais, le gars qui a inventé style le Swiffer Wedget, il a plus d'argent que le propriétaire. Mais tu sais, là. C'est ça, mais il y a probablement aussi le fait que tu as un nombre de matchs à respecter. Tu sais, mettons, exemple, Sportsnet paye je sais pas combien de milliards par année, de millions par année, pour présenter, mettons, 500 matchs. Puis là, au final, il en présenterait 350, mais il paierait le même prix. Mais en même temps, c'est un peu du donnant-donnant. Il faut que la Ligue fasse des matchs, parce que sinon, Sportsnet ne veut pas payer la même affaire pour montrer moins de matchs. Ouais, ben ça, c'est. J'imagine qu'il doit y avoir une partie qui doit avoir rapport avec la télé aussi. Là. Ben, c'est clairement une question d'argent. La Ligue se calisse du champion à la fin de la. Il s'en fout. C'est parce que l'affaire aussi, c'est que l'argent que la télé fait en vendant des pubs, ça va au poste. Ça va pas à la Ligue. Ben, la Ligue, il faut qu'ils vendent leurs droits télé. Ouais, mais ils ont déjà vendu. Ouais, mais il faut. S'il y a un contrat, il faut qu'il y ait des matchs joués, sinon, il y a cet argent-là. Là. Bon. En tout cas, les pubs vont dans les poches du exemple de Sportsnet puis TVA Sport, puis c'est avec ça qu'ils payent une partie de leurs droits. C'est comme une roue, mettons. Là. Non, c'est ça. C'est ça. De toute façon, le Canadien fait pas les séries. Fait que là, ça. Les Canadiens ne font pas les séries. Fait que c'est pas bon pour Sportnet et l'autre, là. Mais bon. Et l'autre. Hein? Et l'autre. Il lance! Juste savoir les Canadiens, t'as tout ton marché francophone qui est pas petit au Québec. C'est je pense, une grosse part du marché en général de la LNH. On doit être, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais ça va quand même être un bon 10-15% facilement. Les Québécois sont assez forts sur le hockey, me semble. Puis perdre tout ça, déjà, c'est. Là, je sais pas s'ils ont fait exprès de racheter le Canadien juste pour avoir ça. Probablement pas, si c'est un addon.
mais je suis sûr qu'ils sont pas fâchés. En même temps, le filet canadien, il ajoute Toronto, il ajoute Chicago, il ajoute d'autres gros marchés. Tu rajoutes ça, ton Toronto, t'es en série. Ouais, les autres, ils se seraient classés. J'ai plus l'impression que le timing a bien donné, puis que, Montréal est dedans, mais on sait bien que si c'est canadien, puis sinon, le restant des séries, le monde s'en fout un peu. Si le Canadien n'est pas là, le monde n'a pas d'intérêt. C'est ça, on n'est pas des fans de hockey. Canadiennes, il y a juste Ottawa. Il y a juste Ottawa qui s'est pas classé dans les équipes canadiennes, finalement, le 24 équipes. Mais là, Ottawa. On le salue. J'ai quelque chose on parlait de MLS tantôt, là. Je sais pas, on a-tu fini de parler de hockey, là? Je vais me déchoquer, là, fait que... C'est ça, aujourd'hui, tantôt, là. Il y a Don Garber, qui est le commissionnaire de la Ligue. Dans le fond, il y a eu des leaks sur c'est quoi le plan pour finir la saison MLS. C'était pas supposé sortir pour sa sortie, puis là, lui, il était en tabarnak. Il a dit, genre, tu sais, le magazine de Athletic, il les a visés carrément, il dit vous, nanana, puis il a dit s'il y a d'autres leaks, je vais faire des poursuites à coups de millions. Il était fâché, là. Ça m'a fait piss-off. Ça va-tu d'avoir de l'allure, les leaks, les plans que... Apparemment, ça parle. là, il avait déjà parlé de faire ça, un tournoi à Orlando, mais il y avait plus de détails qui sortaient, mais il était pas prêt à ce que ça sorte parce qu'il n'y a rien de final encore. Faut que il y ait une décision qui soit prise avec toutes les droits télé, tout ça. Faut qu'il y ait. Avec l'association des joueurs, il faut que les joueurs y acceptent. C'est toute une opération à amener plusieurs centaines de joueurs à Orlando pour créer comme une espèce de bulle. Je pense que la NBA aussi voulait faire ça, là, à Orlando. Orlando. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, faut que tu crées comme une méga cité qui est comme qui quarantine. Plein de sportifs là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y a une autre affaire. Qu'est-ce qui arrive si un joueur du Minnesota là, a le COVID? Ben, on parlait de ça tantôt. C'est un peu ça que je disais tantôt. Tout va bien aller jusqu'à temps qu'il y ait un gars dans une équipe qui pogne le COVID. Là, à partir de là, tu fais quoi? Ben, là, c'est ça. L'équipe en quarantaine, l'équipe est éliminée. Attends 2 semaines. Jouer. C'est fini. Ben, c'est ça. L'équipe est éliminée, ouais, c'est ça. C'est fini. D'après moi, il ce tournoi-là pour rien. Ouais, mais il va rester juste 2 équipes, il va faire bon, final. Il y a plein d'affaires, mais là, tu regardes en Allemagne, justement, eux, ils ont fait comme un plan, ça, comme de 50 pages pour le retour de la Ligue. Écoute, c'est tellement compliqué. Quand tu travailles, justement, au stade, tu restes dans ta zone, tu peux pas aller dans les zones. Il y a comme 3 différentes zones. Écoute, ça n'a pas d'allure. Puis on connaît les Allemands comment ils sont ingénieurs. Là, puis ça, ils l'ont bien fait. Là. On connaît la NH comment ils sont broches à foin aussi. Là, fait que... je veux dire. Pour la MLS, ça va être pire. Il n'y aura même pas d'arbitre. OK, on a l'arbitre va être dégradé il va siffler. Je pense que j'ai vu une faute. Bon, on va arrêter là. Ben, t'as une galerie de presse pour nous? Faut pas trop parler de la MLS, sinon ça va coûter des millions. Ouais, non, sur une note plus sérieuse, on va parler de golf. Donc, il y a eu la game de, je sais pas si je vous en avais parlé, je pense dans un autre épisode, mais la game entre Manning Woods contre Brady Mickelson. Oui. Une game de golf pour ramasser de la charité. La charité pour contre le COVID. Puis, écoute, Brady a été rough ses pantalons. On va se le dire. Là. Mais tu sais, quand t'as une paire de fesses musclées de même là, dans un chose tight, c'est ça qui arrive. Hein? C'est ça qui arrive. Ce qui était drôle, c'est qu'il venait de faire genre le plus beau coup de la journée. Là. Il a fait comme un coup de 110 verges dans le pot. Puis en se penchant pour aller chercher sa balle, il venait de se vanter comme un dieu. Puis là, il se penche pour aller chercher sa balle. 110 verges? 110 verges? Ouais. 110 verges, c'est un terrain de football. C'est un terrain de football, 110 verges. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Mais c'est vrai que c'est un méchant beau coup. Là. Surtout qu'en plus, je pense que c'est Charles Barkley, genre, je pense qu'il venait de le 10 en plus. Puis Brady fait c'est correct, bang, fait son coup, direct dans le pot, puis il est comme genre, shut up, Charles. Il est tout le temps club, même au golf. Mais il n'a pas gagné finalement. Ah, j'ai vu un meme, by the way, pour le fait qu'il a perdu, parce que c'est Manning et Woods qui ont gagné. Puis là, c'était écrit genre Tom Brady sans Belichick, il est 0-1. 0-1, c'est vrai, je l'ai vu moi avec. Donc c'est ça, grosse victoire de Peyton. Alors, David, dernière galerie de presse pour nous? Moi, j'ai décidé d'aller ailleurs que dans le sport. J'ai décidé d'aller dans le monde du podcast. Oh! Pour la simple et unique raison que tout le monde connaît Joe Rogan. Ben oui. Avec son fameux Joe Rogan Experience, qui fait depuis environ 11 ans. Puis ça. Puis la semaine dernière. Quand il a commencé, hein? Ouais, c'est ça.
Puis la semaine dernière, il a signé un contrat d'exclusivité avec Spotify. Oh, grosse pub. Bravo, Spotify. Pour environ 100 millions de dollars pour son podcast, qui va être diffusé exclusivement sur Spotify. Donc, les gars, si on lâche pas, ça va peut-être nous arriver un jour. Et surtout, match nul pour 100 millions pour Spotify. Ça va être 100$ puis une boîte d'Oreo, je pense. Ben écoute, ça serait déjà ça. On serait pas mal. Ouais, c'est ça. 25$ chaque, il y a 8 Oreo. Puis 8 Oreo. Donc, Spotify, ils ont-tu acheté genre l'exclusivité de Joe Rogan ou il y a juste comme. Il était pas sur Spotify? Puis là, à la fin, il était diffusé partout. Puis c'est juste Spotify qui ont essayé d'avoir l'exclusivité. Non, il était pas sur Spotify. Ok. Il était même pas sur Spotify. Non. Moi, je pensais qu'il l'était. Il était sur YouTube, il était sur genre d'autres plateformes, mais il était pas sur Spotify. Mais Spotify l'ont acheté, puis mais ça vaut. Écoute, pour vrai, il peut. C'est le podcast le plus écouté. Comment gros que c'est, ils vont se le repayer en comme 2-3 ans. Ah, ben oui. Ouais, ça, parce que c'est multi-year, là. Fait que c'est pour plusieurs années. Fait que. Non, mais il y a les invités qu'il y a, puis comment qu'il y a d'influence, puis comment qu'il y a... Non, c'est un méchant bon deal. C'est un bon deal pour tout le monde. Rogan, il se remplit les poches. Ah oui. Tu sais, Ah oui, c'est ça. Surtout que c'est principalement lui qui le produit, son podcast. C'est lui qui fait à peu près tout dessus. Ben oui. Attends, dans le fond, le 100 millions, il est pas mal dans ses poches, là. Il est direct dans ses poches, là, ouais, c'est ça. Yeah. Tant mieux pour lui. Écoute, ce gars-là, pour vrai, il run 3 carrières. C'est un commentateur de MMA, c'est un comédien, puis c'est un podcasteur. Puis écoute, lui, il a fait un nesty living juste avec sa bouche. Incroyable quand même. Effectivement. C'est weird, pareil, comme tu sais, il est devenu commentateur de MMA après être humoriste. Là, ça, c'est comme juste bien passionné. Puis, le gars, il a une grande gueule, puis il sait. Qui sait, on va peut-être avoir un premier ministre humoriste bientôt, hein? Qui sait? Qui sait? Who knows? Who knows? Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, on continue. C'est la fin de nos Gun Price et on a maintenant notre épisode spécial rivalité. Le concept qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas compliqué. Chacun écrit une chronique sur un club qu'il déteste, mais on en parle positivement. Là, là, ça paraît pas parce que les écrans de Ben sont fermés, mais... les gens avaient juste être là au début. All over again. Arrivé au début, si vous voulez voir le décor, là, c'est fini. C'est ça. On avait juste du budget pour 8 minutes, OK? C'est ça, là. Tiens, moi, il est statique, là. Donc... C'était le vide d'hydro, on m'a amené, hein. Alors, Ben, tu vas nous parler de... Oui, des Seahawks, l'équipe de David. Mon équipe en fait, c'est mon équipe, les Seahawks. C'est moi qui est un grand fan de cette équipe depuis déjà pas mal d'années. Là. Ah oui? Je dirais que tout a commencé en 2014. Là. 2014, je suis tombé en amour avec cette équipe-là. L'année du Super Bowl 48. J'ai l'impression d'entendre quelque chose. C'est comme une reprise de 2 semaines? Je sais pas de quoi tu veux parler. Fait que, en tant que grand fan des Seahawks, j'ai décidé de séparer ma chronique en plusieurs parties. Et d'abord, je veux qu'on se plonge dans mes meilleurs souvenirs de fan des Seahawks. Donc, j'ai fait un top 5 des mes moments préférés. Ben, c'est surtout depuis que je suis le football, parce que c'est pas que j'ai pas voulu faire de recherche sur les Seahawks, c'est juste parce que je veux en parler avec passion, tu sais, je veux les moments que moi j'ai vécu. Non, c'est sûr, on comprend. Donc, le top 5 de mes moments préférés des Seahawks, c'était les 59 premières minutes du Super Bowl 49. Donc, pendant que tout allait bien, avant le fameux revirement de situation. Mais pendant 59 minutes, les gars, c'était passionnant. J'ai aimé ça. J'ai vécu quelque chose de bon. Fait que je l'ai mis dans le top 5. Je dirais même 59 minutes, 40 secondes. Ouais. Hey, c'était presque un back-to-back en plus, hein, Ben? Ça aurait été fou, t'aurais aimé ça? Oh, oui, ben, ça aurait pu. Puis je reviens là-dessus tantôt parce que si ça avait été un back-to-back, l'histoire aurait été différente. Mais je reviens là-dessus. Là, je continue mon top 5. L'autre que j'ai eu, c'est cette année, la game en playoff contre les Eagles. Grosse victoire des Seahawks. Finalement, c'était juste la première ronde, fait que c'était pas important. Mais ce qui était fort, c'est que ça nous a montré notre futur. On a vu DK Metcalf jouer la game de son année pour compléter une belle saison de sa part. DK, c'est le futur. Les gars, je pense que les Seahawks, avec DK Metcalf, sont de retour. C'est fini, là, la pente descendante. L'année prochaine, Super Bowl. Sinon... Qu'est-ce que t'en penses, Max? Tout le top. On retourne en haut. Oui. Mes Seahawks. Donc, top 3. J'ai la game de 2013 avant d'être au Super Bowl contre les 49ers. C'est la fois où Sherman avait fait sa typique
entrevue où la fille... Parce que dans le fond, ce qui s'est passé dans ce game-là, c'est que les 49ers, sur les 3 dernières présences au 4e quart, en fait, il y a eu des revirements. Fait qu'il y a eu 2 interceptions. Puis non, à la fin, c'était pas un revirement, mais c'était comme... Ouais, c'était un revirement. Dans le fond, Sherman, il a comme tip-off la passe, puis quelqu'un d'autre l'a attrapé dans son début. Puis il y avait eu du beef entre le receveur des 49ers et Sherman, qui était DB, en fait. Là, fait qu'il était tout le temps 1 contre 1. Puis il y avait eu du beef entre ces deux-là sur les réseaux sociaux. Puis là, à la fin de la game, mettons, c'était une journaliste, elle a interviewé Sherman. C'était Erin Andrews. Il a dit genre, pis comment tu t'es senti? Je sais pas, puis c'est quoi la question? Ça n'a pas rapport. Puis là, il a fait genre, personne n'est meilleur que moi! Je vais couvrir tout le monde! Ah, ça t'apprendra de parler contre moi! Puis il était vraiment en crise, puis il parlait comme contre le receveur. Puis là, il était juste comme, OK. Donc, fait que c'était un beau moment de Sherman. C'est un des beaux 30 secondes. Oh, ouais. Elle savait même pas pantoute de ce qui était en train de se passer, puis lui, il était en train de rager. C'était bien rigolo. Sinon, 2014 contre les Packers, avant de se rendre au Super Bowl 48, en fait, l'année où ils ont rendu. Non, ça c'était Super Bowl 49, c'est l'année où ils ont perdu. Bref, ils étaient contre les Packers en demi-finale et ça a été, en fait, les Seahawks ont mal commencé la game. Ouais, c'est ça, ils ont mal commencé vraiment, mais ils ont réussi, comme la défense a réussi à les garder dans le game. Puis à la fin, Wilson est sorti de la remontée incroyable. Puis là, ils sont allés en prolongation, ils ont gagné le pile ou face, donc on sait comment ça marche au football, ils ont gagné la game. Puis ils sont rendus... Voilà. Donc ils sont rendus, ils ont fait comme... Je pense qu'il y a eu 3 passes. Dans toute la game, il y avait genre 50 verges par la passe, Wilson. Puis pendant la prolongation, il a fait genre 60. C'était calme, là, ça a juste fait comme... Ils ont décidé de passer la prolongation. Ils ont fait « Hey, ça marche! » Donc, grosse victoire à ce moment-là. Et évidemment, le top 1, mon moment préféré de grand fan des Seahawks. Vous le savez, les gars, le Super Bowl 48, où on a défait la petite équipe de région, les Broncos, petite équipe de merde. On les a défaits, on est arrivé là, Manning, il n'a rien fait, il y a eu de la cave. Boum, 43-8. Je vais tout le temps m'en souvenir, c'était un grand moment. C'est là que t'es tombé en amour. C'est ça. Et voilà, c'est là, à ce moment-là. Moi, j'ai vu Wilson, j'ai fait « Wow! » Il m'achète un chandail. C'est ça. Qui porte encore d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà! Parce que je me suis dit, pourquoi acheter un chandail de Wilson? Ça va me coûter plus cher. Moi, je vais acheter un chandail des perdants, mais avec le tag du Super Bowl qu'ils ont gagné. T'sais. Exactement. C'est ça ma réflexion. Moi. Fait que je suis gagnant dans tous les sens. C'est fucking méthode. C'est ça qui est arrivé. Qui devait être en rabais parce que Manning a pris sa retraite après. C'était tout pensé. Non, mais lui, c'est après le 50, mais l'affaire, c'est que dans la vraie, mettons que la vraie chose, c'est que je l'avais acheté avant, en plus, j'ai payé cher. Bref, c'est ça pour dire. Parce qu'il n'avait pas encore perdu quand je l'ai acheté. Bref. Là, je vais passer au deuxième segment de ma chronique. Oh! Qui s'appelle... Tu peux pas comprendre, OK? Ça s'appelle le même. Parce que moi, là, en tant que fan des Seahawks, il y a quelque chose que je me fais tout le temps remettre sur le nez, c'est... Pourquoi ils n'ont pas couru, hein? Ouais. Pourquoi ils n'ont pas couru? Pourquoi t'es embarqué dans le bandwagon? Un des deux. Ouais, c'est ça. Ils perdent par 4 points, ils sont à la ligne de 1, ils ont juste besoin de toucher. Fais une passe. T'avais Marshawn Lynch, pourquoi t'as pas couru? Ben moi, les gars, tu peux pas comprendre. Moi, je comprends la décision. Ça a été une mauvaise exécution, oui, mais c'était quand même une bonne décision parce que tout le monde s'en attendait qu'il courait. Peut-être que s'il courait, il se faisait bloquer. Peut-être. On sait pas. Marshawn Lynch, il est pas invincible. Il est pas invincible. Peut-être qu'il gagnait juste une demi-verge, ça rapprochait à une demi-verge, on sait pas. Hein? Ouais, peut-être. Non, c'est ça. Donc moi, la décision, je la respecte. Je pense que ça prend des gars pour faire une passe à ce moment-là. Et je pense que c'était la bonne décision. Mauvaise exécution, malheureusement. On a joué un peu de malchance. Hein? Mais niveau idée, c'était là. Et parlant de ce moment-là, parce que là, je veux revenir à le moment crucial hein, de toute l'histoire des Seahawks, parce que moi, ben, je fais une chronique Fafan, puis vous savez ce que ça fait, les Fafan? Ouais. Les Fafan, ça l'aime les si, hein, ça l'aime les si. Donc moi, j'en ai fait un ici. Les gars, en tant que Fafan des Seahawks, je le dis, si les Seahawks courent au lieu de passer, ils sont la prochaine dynastie du football, les gars. Tout change. Tout change, OK? Écoutez bien ça, OK? Ils gagnent 2 Super Bowls de suite. Ils ont la confiance dans le tapis. L'ambiance dans la chambre reste bonne. Le Legion of Boom se défait pas. Il reste puissant. Et les Seahawks gagnent les 5 prochains Super Bowls. De plus, les Patriots, là, ils ont gagné là, avec ça. Puis après ça, ils sont retournés au Super Bowl. Mais avant ça, il y avait 2 défaites contre les Giants. Ça aurait fait 3 Super Bowls de suite qui manquent. Après ça, l'autre année, au Super Bowl 50,
ils se sont fait battre en demi-finale contre les Broncos qu'on a eu, là. Mais ils se sont fait battre par les Broncos. Fait que là, les Patriots auraient été à 4 défaites de suite. Il y aurait eu du changement dans l'organisation, là. Ça aurait bougé un peu les affaires. Il aurait bougé, puis il aurait peut-être brisé leur dynastie à eux, parce que les Seahawks auraient été au top. Je vous le dis, les gars. S'ils avaient couru le ballon, au lieu de le passer, les Seahawks étaient la prochaine dynastie. Puis on en parle. Aujourd'hui, ce serait encore eux. Tout le monde serait là. Je suis tanné, les Seahawks qui gagnent tout le temps le Super Bowl. Moi, je le sais. Je l'ai vu comment ça a dégénéré après ce jeu-là. Je l'ai vu, moi, les gars. Les Seahawks, là. Bon, comme on dit, hein, avec des si, on va loin en série, hein. Et voilà. Et là, les gars, je veux finir ça sur une note positive parce qu'évidemment, on n'a pas eu notre dynastie qu'on aurait dû avoir, mais je veux quand même dire que malgré la descente crève-cœur des Seahawks et la fin du Legion of Boom qui était si dominant, et moi, je pense qu'avec Wilson, tout est possible. Quand tu as un carrière comme Wilson, tu peux gagner n'importe quel game. Faut juste que ça allait bien un peu à la fin de la game, là, qui sortent quelques grosses passes. Et là, en plus, avec DK Metcalf, les gars, les Seahawks back on top. Je vous le dis. OK. L'année prochaine, Super Bowl. C'est bon. Wow. Oh yeah. Félicitations. Belle présentation. Je suis convaincu. Merci. Aussi, merci. Je vous ai bien vendu ça, hein? On rappelle qu'on est dans l'épisode... Écoute, genre, j'ai écouté, puis je pense que je vais devenir fan des Seahawks. Ça me donne le goût. Écoute, je t'invite. Bandwagon le plus puissant de la Terre. On aime ça. Ouais. La prochaine fois, on va courir. Next time. On continue dans notre épisode de rivalité où est-ce qu'on fait une chronique positive sur une équipe qu'on déteste, je vous le rappelle. Oui. Donc. c'était ça le concept? Oui, c'est ça le concept. J'ai pas compris, moi j'aime tellement les Seahawks. Donc, bon! Fait quelque chose, exactement ce que je dis. On est dans une équipe spéciale, épisode spécial rivalité. Et moi, je me suis vraiment demandé si je détestais une équipe dans la vie, OK? Non, c'est vrai, parce que, tu sais, vous me connaissez, je prends toujours pour les équipes poches. Donc, je suis habitué à voir mes clubs perdre contre d'autres clubs régulièrement, OK? Ce qui veut dire que j'ai pas vraiment d'équipe que je déteste parce que mes équipes perdent tout le temps, tu sais? Donc... correct avec ça, tu vis bien avec ça, tu sais. Non, c'est sûr. On est habitué. Non, c'est ça. Mais, tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a le Toronto FC qui sont des tarlats. Mais ça serait beaucoup plus drôle d'entendre Max en parler que moi. Donc. Je comprends la décision. Ouais. J'ai donc commencé à regarder les équipes de baseball que j'haïs, mais après plusieurs heures de recherche, je me suis rappelé que je peux pas vraiment avoir de sentiment d'animosité envers une équipe qui pratique un sport que je regarde pas. C'est ça. Quoique faire une chronique sur les Padres de San Diego pourrait vraiment aller chercher des nouveaux auditeurs. Mais on gardera ça pour un sujet pour une prochaine fois. Et puis niveau football, bon, c'est sûr que les Packers font chier, hein? Mais au bout du compte, c'est plus Aaron Rodgers qui m'énerve ou l'impacacité à tout le monde de l'arrêter, hein? Puis anyway, Ben, il a parlé de football parce qu'il vit juste pour ça, donc ça sert à rien que je parle de football. Voilà, c'est dit. Ouais. J'ai aussi pensé à faire une chronique sur les Canadiens, car vous savez, je suis un partisan déchu de la Sainte-Flanelle. Mais au final, faire une chronique positive sur l'équipe me reviendrait qu'à faire la même genre de chronique que l'on voit dans nos médias sportifs. Fait que c'est pas tant original. C'est l'antichambre, dans le fond. Non, c'est ça. Puis tu sais, allez les différents articles sur l'équipe, on est vraiment la meilleure équipe de la Ligue à évoluer au 16e rang de la Ligue, hein, tu sais, on s'entend. Ah, mais on fait les séries. On fait les séries. Exactement. Tu sais, ça fait quand même longtemps que les Canadiens roulent ce slogan « Ça va bien aller hein, », qu'on se le dise. Donc. Eux autres, ils l'avaient déjà adopté. Ouais, ça fait longtemps. Ben, bref, en tant que partisan imaginaire des Nordiques de Québec, je me suis demandé s'il existait une concession qui m'empêchait ce rêve lunatique d'arriver. Ainsi, je pourrais avoir un petit club à détester. Tu sais, il y a les Hurricanes de la Caroline, mais vu qu'ils sont maintenant rendus cool sur les réseaux sociaux, ben on va oublier, ça serait chiant, tu sais. Il y a les Panthers de la Floride. On va laisser... Ouais. Il y a les Panthers de la Floride, mais mon grand-père m'a toujours dit que ça sert à rien de taper sur un animal mort, car ça rendra pas sa viande plus tendre. Mais il y a une équipe. Papa disait ça? Oui, il disait ça, man. T'étais trop jeune, man. Non, ça doit être ça. Il était pas encore né. Exactement. Mais, il y a une équipe. Un village tenace de Gaulois qui tient toujours et que rien ne le fait bouger. Soit une bande de coyotes dans le désert de l'Arizona. Donc, sans plus attendre, voici une nouvelle chronique tirée d'une de nos chroniques récurrentes que vous avez probablement oublié car c'est seulement la deuxième fois qu'on en fait une, pour ou contre
Pourquoi les Coyotes de l'Arizona ou de Phoenix pour les nuls? Les meilleurs pour ou contre. Là. Exactement. Cette fameuse chronique où on va vous démystifier 10 idées préconçues de l'équipe et en signe de rigueur intellectuelle, j'ai pensé au pour et au contre de chacune des idées. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Donc on commence avec 1. Le hockey dans le désert, c'est pas naturel. Les personnes pour cette affirmation diront que le hockey est un sport d'hiver et que le fait que ça se joue dans un endroit où la glace fond, ça n'a pas de sens. C'est comme faire des carrés Rice Krispies avec du beurre de peanut au lieu des guimauves, ça marche pas. Hein? Ah tiens, moi, ben. Exactement. Ceux qui sont contre diront, regardez Vegas, ça n'a pas pris 1 an pour que ça marche. Laissez les Coyotes encore 20-30 ans pour mieux s'installer dans la région, vous allez voir, ça va marcher. Pis tu sais, y en a qui mettent de la bière dans les Rice Krispies, c'est pas naturel aussi, pis ça existe pareil et on chiale pas. Non? Ah, pardon? De la bière dans les Rice Krispies? Numéro 2. L'équipe perd des millions à chaque année. Les personnes qui s'opposent à cette affirmation-là disent que quand ton équipe rapporte moins 15 millions à chaque année en revenus, c'est pas vraiment un signe d'une équipe en santé. Mettons que la fameuse prééquation les aide pas mal à survivre. Ceux qui sont contre disent il y a plein d'équipes qui perdent de l'argent. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises franchises. De toute manière, c'est rendu la nouvelle mode avec le COVID de perdre de l'argent. Hein? Donc sur ce point-là, les Coyotes sont des hipsters. Il a fait ça avant tout le monde. Il a fait ça avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Alors, affirmation numéro 3. Idée préconçue numéro 3. Vous avez un stagiaire comme DG, directeur général. Il avait seulement 26 ans quand il a été nommé directeur général. Tu sais, quand ton DG est dans la moyenne d'âge de ton club, ça fait pas très sérieux. Et ceux qui sont contre cette affirmation-là disent John Chayka, ce jeune DG, est un amant des statistiques avancées. Donc, il sait comment calculer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre l'argent des revenus au bon endroit. C'est-à-dire juste prendre des jeunes et des contrats de vieux joueurs blessés payés par les Coyotes et ainsi rembourser la dette. Ben, parlant de la dette, idée préconçue numéro 4. La dette de l'équipe vaut plus que la valeur de l'équipe. Ceux qui sont pour cette affirmation-là disent que la valeur de l'équipe est de 300 millions de dollars. La dette de l'équipe est de plus de 300 millions de dollars. Je me suis trompé dans ce que je dis. Ouais, ça, c'est juste des statistiques. C'est juste des statistiques, exactement. C'est juste des statistiques préconçues, ça. Exactement. L'équipe vaut 300 millions, la dette est de 300 millions. Donc, si tu achètes l'équipe, tu hérites de cette dette astronomique. Ceux qui sont contre disent, c'est justement ce point-là qui est important. La dette est tellement imposante qu'aucune personne ne voudra acquérir l'équipe et payer en plus les frais de déménagement. Voilà la bonne stratégie pour conserver à jamais l'équipe en Arizona. C'était tout pensé. Bon, c'est tout prévu, ça. Exactement. Pas de hasard. Bon, on va faire une petite pause pour faire une blague de question de diminuer la tension entre les deux cas, OK? Fait que j'ai une blague pour vous. Compte en commun, les Coyotes de l'Arizona et le vol MH370 du Malaysia Airlines. C'est bon. On perdu? Il y en a pas, les deux reposent au fond du Pacifique. Oh! Oh my god. Wow. On continue. Idée préconçue numéro 5. Ça a détendu l'atmosphère. Exactement. Bon. Ça fait 7 ans que l'équipe n'a pas fait les séries. OK? Ceux qui sont pas disent quand tu manques les séries autant de fois que t'es pas capable de reconstruire, il y a un problème avec l'organisation. Ceux qui sont contre disent mais avec la pandémie, cette année, on va faire les séries! Yes! Vive les séries à 24 équipes! Les 3 fans sont contents. Exactement. Il était préconçu, ça. Je vais voir si j'en parle. Ouais, là. Oui. 6. Désolé, je veux pas te devancer. L'aréna est trop loin de Phoenix. Ceux qui sont pour cette affirmation diront une aréna positionnée en banlieue à 20 minutes, c'est pas tant l'idéal. Aimeriez-vous aller voir les Canadiens jouer à Mirabel à côté du Premium Outlet? Je ne pense pas, hein? C'est pas la recette. C'est pas la recette gagnante pour une équipe de perdants. Ben pour une fois, il y aurait peut-être du parking. Ouais, c'est ça. Je coûterais pas 30$ de parking. Ma chronique sur les Coyotes, pas sur les Canadiens. Je parle en positif. Vous en remarquez pas ici? On n'est pas dans l'antichambre ici. Ceux qui sont contre cette affirmation disent ben, c'est pour ça qu'on a renommé les Coyotes de l'Arizona, parce que maintenant, c'est plus juste l'équipe d'une ville, c'est l'équipe d'un État en entier. Et si on regarde l'historique des équipes qui représentent un État, elles ont tous remporté la Coupe Stanley. Hein? New Jersey, New York, Colorado, Caroline, New York,
Minnesota, la Floride, name it, que des équipes championnes ici. La Floride. 7e idée préconçue, cette franchise ne vaut pas de la marde, on devrait la déménager au plus sacrant. Assez direct comme idée, mais bon. Ceux qui sont pour cette affirmation... Oui? Ok, c'est pas. Non, je dis juste que c'est direct sur un temps. Exactement. Ceux qui sont pour cette affirmation disent « Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, autant amener ça dans un marché qui marche. » Ceux qui sont contre diront « Bon, écoutez, les Coyotes de l'Arizona sont là pour rester. La preuve, l'aréna des Coyotes est coulée dans le béton, dans le sol, donc c'est très difficile à déplacer. Et si ça vous convainc pas, voici 10 raisons pourquoi les Coyotes vont rester en Arizona. Oui, je fais un top 10 dans un top 10, on y va. Numéro 1. Wow. La LNH veut que les Coyotes restent en Arizona pour une raison. Numéro 2. Les commissaires de la LNH, Gary Bettman, veut que l'équipe reste en Arizona aussi. Numéro 3. C'est moi, okay. Bettman ne veut pas d'équipe qui déménage. Les expansions, c'est bien plus payant. Numéro 4. L'équipe s'en va jouer dans la division centrale. Bientôt, quand Seattle va arriver, donc elle va pouvoir développer des rivalités naturelles contre Chicago et Minnesota, ce qui est bon. Numéro 5. L'équipe a une aréna relativement neuve et peu usée, surtout au printemps. Ça serait plate de s'en départir. Numéro 6. Le vote du conseil de ville où l'aréna se situe a voté à 4 contre 3 pour un plan de 15 ans où la ville donnera 15 millions à l'équipe pour gérer l'aréna. Donc, on peut pas se départir d'un deal pareil, hein? 15 ans, on soit 15 millions. Tu sais, c'est comme... Si on n'avait pas ça, on perdrait 30 millions, tu comprends? Faut rester là. Numéro 7. Si tu changes les 3 dernières lettres de Coyote, tu peux faire rimer ça. Tu peux faire rimer le nom de l'équipe avec le mot colonoscopie. Ah, nice! Ça, c'est winner. Numéro 8. Si l'équipe déménage, elle risque de devoir changer de nom. Et ainsi, on pourra plus faire rimer ça avec colonoscopie. Shit! Numéro 9. Les Coyotes sont une équipe de la LNH. Et numéro 10. Ben, en tout cas, je veux pas m'attarder, je pense que vous avez compris le concept, on va arrêter là, hein, t'sais. Ah, t'en as juste pas trouvé ou... Ben, je pense que vous avez compris, c'est ça mon numéro 10, je pense que vous avez compris, rendu là. On a compris. À 2, on avait compris. C'est juste ça, là. Exactement. Donc, on continue avec nos idées préconçues, numéro 8. L'équipe change de propriétaire autant de fois que les Canadiens passent proche d'acquérir le meilleur joueur autonome. Ceux qui sont pour cette affirmation... diront que le précédent propriétaire des Coyotes avait une fortune s'élevant à 50 millions et a dû emprunter de l'argent pour acquérir les Coyotes. En plus, il manquait plusieurs de ses paiements. Fait que way to go, l'Arizona. Ceux qui sont contre diront: nous, les Coyotes, croyons plutôt à la personnalité plutôt qu'au compte en banque. L'équipe voit au-delà du physique. Numéro 9! Wow. Exactement. Numéro 9, personne aime les Coyotes. Ceux qui sont pour diront qu'ils sont même pas capables de se créer une rivalité naturelle du désert avec les Golden Knights. Ça n'a pas de sens. Vegas a trouvé sa rivalité avec San Jose, hein. C'est une gang de ploucs, les Coyotes. Bon. C'est eux battent un argument comme ça. Donc ceux qui sont contre vont vous raconter une petite histoire. Il était une fois un petit gars qui découvra le hockey à une game des Coyotes. Il a tellement trippé qu'il a voulu jouer au hockey, et petit à petit, ce joueur est devenu Austin Matthews. Ben oui, son équipe d'enfance préférée, c'est les Coyotes de Phoenix, avec Daniel Brière comme idole. C'est fort. All right. Ça montre que la filière de joueurs natifs de l'Arizona fonctionne. Des joueurs de la trempe de Sean Couturier, Matthew Tkachuk, où leurs pères respectifs jouaient pour une équipe à Phoenix à leur naissance, Ty Conklin, qui a déménagé jeune vers le Wisconsin, et le fameux Jim Brown, les 3 matchs dans la LNH. Fait que ça, c'est les 4 joueurs qui sont nés en Arizona à avoir foulé une glace dans la LNH. Voyez comment ça marche bien. En 20 ans, si pas 25 ans, on a su créer ça. C'est une pépinière. C'est une pépinière. Et pépites. 10. Et dernière idée préconçue. Le nom de l'équipe est pas tant bon. Ceux qui sont pas diront: les Coyotes, really? L'image qu'on se fait d'un coyote, c'est qu'il n'est même pas capable d'utiliser ses pièges adéquatement pour attraper sa proie. Hein?
C'est pas sa petite pancarte écrit « Help » dessus qui va faire peur à la terrifiante équipe des Blue Jackets. Ceux qui sont contre cette idée préconçue diront « C'est excellent comme nom d'équipe, les Coyotes. Tu sais, un animal charognard qui est prêt à tout pour survivre, hein? Tu sais, c'est un peu comme si tu nommais ton équipe s'appelait les vautours, hein? Yeah. Quand tu les affrontes, t'as vraiment peur. Quand tu les affrontes, t'as vraiment peur qu'ils t'achèvent si tu restes au sol immobile trop longtemps. Donc voilà, c'est les 10 raisons. C'est les 10. On a donné des pour ou contre des 10 idées préconçues ces Coyotes de Phoenix ou d'Arizona. Donc maintenant, c'est ça. Donc voilà, c'était ma chronique. Et on passe maintenant à celle de David. Alors, David, tu as une chronique pour nous. Je suis convaincu d'être pour ou contre les Coyotes. Je n'ai jamais capable d'accepter ça. Mais moi, dans le fond, j'ai juste commencé ma recherche en me disant quelle équipe que j'ai eu le plus, sport par sport, en essayant de faire un classement, me dire je vais prendre la première en haut. Okay. Pour me rendre compte que dans tous les sports, ben, la ville qui revenait tout le temps en haut, c'était la ville de Boston. Oh. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique sur toutes les équipes sportives de la ville de Boston. Ah! Bien fait. C'est bon. Donc, je t'ai pris une image justement à propos. Lord of the Rings, c'est très bien dit. Donc, pour ceux qui ne voient pas l'image, qui écoutent en podcast, excuse-moi David, pour ceux qui ne voient pas l'image et qui voient pas, en tout cas, qui écoutent en podcast, c'est une image avec les 4 équipes de Boston, avec chacun un anneau de leur championnat parce que j'ai laissé David l'expliquer. Non, mais il manque le Revolution, mais c'est correct, c'est une équipe de marde. C'est ça. Ça, j'en parle plus tard, OK? Ah, parce que j'étais quand même inclus. Il faisait pitié, je trouvais. Ben, ils font plus certains. Puis l'équipe de la crosse, elle... Non, vas-y. Ben, je pensais que c'était ça au début. Mais... Donc, la ville de Boston, depuis 2000, c'est 12 championnats. OK? C'est 6 Super Bowl, 4 séries mondiales, un championnat de la NBA. Un de hockey. Puis une Coupe Stanley. Ouais, c'est l'affaire qui me fait du mal à dire, mais faut que je sois gentil. J'aime la ville de Boston, je l'adore. D'accord? Donc, on commence par... Donc, on commence par mon équipe favorite. Les Red Sox de Boston. Écoute, comment tu ne peux pas aimer une équipe qui a été championne en 2004, en 2007, en 2013 et en 2018? Ouais, c'est constant. Et non, effectivement, qui évolue dans un des plus beaux stades du baseball majeur, le Fenway Park. Ben oui. Ils sont reconnus pour le grand film qu'on appelle Fever Pitch, avec Drew Barrymore et Jimmy Fallon, dans une histoire d'amour qui rappelle toute l'histoire du championnat des Red Sox en 2004. Ah, c'est pas un film de Donc, on voit l'évolution du couple et à la fin, les Red Sox gagnent. Écoutez, un vrai bijou. Le meilleur film de Jimmy Fallon, by the way. Ouais, je trouve Fever Pitch a plus l'air d'un truc de danse. En tout cas, continue. Ben, il a pas gagné, Jimmy Fallon, il a pas gagné le score pour ça. Il semble tellement un bon acteur, lui. Peut-être. Faudrait s'informer. C'est quelqu'un qui peut checker pendant que je continue. Fact-checking, non. OK, c'est bon. Il y a aussi le très bon groupe Dropkick Murphys qui, en fait, ils ont un hymne aux Red Sox qui s'appelle Tessie. Vous avez un bon 4 minutes. La chanson est très bonne, effectivement. Je peux rien enlever, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, là? Je suis perdu. Les Red Sox sont principalement reconnus. Les Red Sox sont principalement reconnus pour la malédiction du Bambino. Ceux qui ne savent pas c'est quoi la malédiction du Bambino, c'est quand les Red Sox ont vendu aux Yankees, cette équipe de merde, les services de Babe Ruth pour la somme de 125 000 $ pour financer une pièce de théâtre sur Broadway. Les rumeurs disent que c'était la pièce No No Nanette. Et les gens disent, les gens qui ont vu la pièce disent que dans le fond, la pièce valait vraiment 86 ans de disette que les Red Sox ont eu en vendant Babe Ruth. Fait qu'elle était bonne. à ce que les gens disent. Ensuite, j'ai continué mon chemin. Et j'ai fait un petit détour par Foxborough. Oh oui. Allez voir mon équipe favorite. Les champions. les champions. Les dynasties. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots, c'est 6 Super Bowls, c'est 11 championnats de conférence, puis c'est 22 championnats de division, dont pas mal 20 dans les... peut-être plus 19 dans les 20 dernières années. C'est à peu près ça. C'est la référence depuis 20 ans. Ils jouent dans un très beau stade, le Gillette Stadium. Puis ils sont reconnus principalement pour la synergie qu'avant Tom Brady et Bill Belichick.
Et c'est tout ce que j'ai trouvé à dire sur mon équipe préférée. Oh! C'est juste flexer les stats, juste comme champion, voilà, c'est dit. C'est ça, ton champion peut pas les haïr. Pas n'importe quel champion, c'est des champions, tu sais. Je me rappelle, c'est quoi, c'était le Super Bowl 49, hein? Il y avait défait les Seahawks quand même, hein? C'était quand même pas pire, ça, hein? Les fameux Seahawks. Parle-moi pas de ça. Parle-moi pas de ça. Je l'ai encore tout le temps. Qu'est-ce que t'en penses? On startera pas là-dessus. Non, mais je veux t'entendre ton opinion là-dessus, Ben. Tu sais, on a quelqu'un qui parle pour les Seahawks ici, là. J'aimerais savoir ce que t'en penses. Je veux juste dire que ça aurait été la prochaine dynastie. On s'est fait voler. On s'est fait voler 50 championnats par les Pats. Mais c'est correct, c'est correct. S'ils voulaient lancer, c'est correct. Moi, je suis pour dire ça. C'est lui qui a pris cette année de dynastie-là, puis on en est très fiers. Non, c'est ça, tu sais. Bon, on va remettre ça en dessous. Après ça, je me suis dit, je vais revenir vers la ville. Et je me suis dit, je vais aller voir les Famers Brothers. Ah, cette équipe. Grâce que. Ben non, les Bruins, quand même. Ah, les Bruins, ok, oui. Il manquait un matin, je me suis levé quand j'étais jeune, j'ai vu Claude Poirier animé avec Gino Chouinard à Salut Bonjour et je me suis dit, ça, c'est une équipe de champions. Donc, depuis ce temps-là, je prends pour les Bruins. Champion en 2011. Finale de 2013 et 2019 et probablement champion 2020, 21, 22, 23 avec cette équipe. Brad Marchand. Je l'aime. Je le licherai. Passionné. Ils sont prêts à crisser une bière d'en face parce que tu prends pour le Canada. Moi, ça m'émeut. Et comment oublier des vedettes comme Raymond Bourque, Bobby Orr, Félix Bousteau, Cam Neely, Brad Marchand, Chris Bergeron, David Pasternak. J'en parle, puis je mouille mes pantalons. Cette année, numéro 1 dans la Ligue. 44 victoires, 14 défaites, 12 défaites en prolongation. S'il n'y avait pas eu le mot du COVID, la coupe était à nous. Mais quoi que la coupe est encore à nous. Ouf. Meilleur pointeur cette saison, David Pasternak. 47, 48 buts, je m'en rappelle plus, c'est pas important, j'en parle, puis je shake. 95 points. Et le duo de gardien de but, là, la synergie. À faire rêver les partisans de Carey Price avec un retour du stop à lac. Ouais. Tout Carras avec une moyenne à 2.12 et 929. Et on garantit à Valac à 2.39 et 919. Un duo de champions intergalactiques. Les gardiens de la galaxie. Je me suis dit, tant qu'à être au TD Garden, ben, je vais rester là, tu sais. Avec mon équipe préférée, dans un sport que j'affectionne tout particulièrement parce que j'écoute tous les matchs, ou presque, c'est-à-dire les Celtics. L'équipe la plus victorieuse de la NBA, 17 championnats, un devant les Lakers. Leur dernier qui est en 2008, malheureusement, ça commence à dater un petit peu. Mais bon, tu sais, c'est sûr que quand les deux mêmes équipes prennent les 5 meilleurs joueurs de la Ligue, font des équipes, puis se battent à chaque année pour gagner, c'est un peu dur de gagner. Mais bon, je vais revenir dans le passé, parce que les Celtics, ça a déjà été une immense dynastie. Ils ont été champions en 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 et 69. C'est 11 championnats en 13 ans. Ça, c'est une dynastie. Ça devait être nice à regarder. Et le Canadien à genoux. On parle de vedettes comme Ray Allen, Kevin Garnett, Rajon Rondo, Paul Pierce, Larry Bird et Bill Russell. Bill Russell, les gens ne le savent peut-être pas, mais ils ont pris son nom et ils l'ont donné au trophée du MVP de la série finale, tellement qu'il était hot. Damn. Les Celtics. J'ai entendu dire que c'était pour ça que Russell Wilson s'appelle même mon boy. Sport différent, pas grave. David, j'ai une question pour toi. En tant que fervent partisan de basketball, peux-tu me dire comment s'appelle l'équipe qui joue à Charlotte? C'est. Ben, tu parles des Hornets ou tu parles des Bobcats? Oh, ok, il connaît bien, on voit. C'est un beau test. Petite recherche. J'ai peut-être écouté un peu la télé dernièrement. Ça me l'a peut-être. Ça même. Et ils ont un des plus beaux planchers de toute la NBA. Si vous êtes capable d'aller voir ça, le TD Garden, Celtics Floor. Ça prend 2-3 secondes. Un plancher gros. Ils sont reconnus pour leur plancher. Ouais. J'irai pas, là. Là, je me suis dit après ça, il me semble,
c'est les 4 gros sports majeurs, mais je trouvais qu'il y avait un petit club qui faisait pitié. Puis je me suis dit, je vais lui donner une petite dose d'amour parce que c'est que je les aime, puis que l'Impact, tu manges la merde. Fuck you. Excusez, c'est sorti tout seul. Hey, à ce que je sache, t'es un gros fan du Toronto FC. Fait que, hein? Ouais, commence pas. Pas encore, ma chronique n'est pas commencée, Chris. C'est ça, laissez pour 3 secondes. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit détour. Je vais aller à Foxborough, parce que c'est là tout ça passe. C'est soit à Boston, soit à Foxborough. C'est un des deux. Ouais. Et je me suis dit, je vais aller voir le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Le Révolution qui est un des clubs fondateurs de la MLS en 96 quand même. C'est vrai. Effectivement, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait longtemps qu'ils font pas grand-chose, mais on les aime de tout notre cœur. Mais ils sont bien beau dire qu'ils sont pas bons, mais on les aime pareil, ils sont gentils, ils sont fins. Ils ont quand même été finalistes en 2002, 2005, 2006, 2007 et 2014. C'est quand même un palmarès pas si tant pire. Pour un club de perdants, moi, j'affectionne. C'est quand même un nice palmarès, finaliste 6 fois. Oh! Ça fait mal. Ils jouent quand même au Gillette Stadium, le fameux Gillette Stadium, construit pour les Patriotes, mais utilisé aussi par les Révolutions, par quelques fans, on va se dire, des fervents. Les 14 qui sont là sont vraiment fervents. Ils sont passionnés. Puis, dans les 14 qui sont là, il y en a 10 qui travaillent pour le club. Mais ça. Les autres, c'est des biens corpos. C'est bon, Boston, c'est un club. Boston. Pour le soccer, c'est plus un club que tu écoutes à la TV. C'est pas un club que tu sors. C'est un marché télévisuel. On va se le dire pour la MLS. Tu vas déjà voir les pattes, parce qu'il ne faut pas y aller 2 fois dans la même fin de semaine. C'est ça. C'est un peu. Peut-être tant qu'à ça, tu vas juste dormir dans le parking. Tu vas faire ton tailgate entre les 2 games. Et là, je me suis dit après ça, le début de la saison dernière a été très difficile, mais, grâce à un move qu'au départ, personne n'a compris, même moi, ils ont été chercher Bruce Arena. Le grand Bruce Arena, qui est un entraîneur de renom aux États-Unis, qui a remis le Révolution sur la pente ascendante. Oh oui! Bruce Arena, c'est 5 MLS Cup, c'est 3 Gold Cup avec les États-Unis. Il a remis le club sur la map. Le club a fait les 6 rangs en 2019 après un début catastrophique. 2 victoires, 8 défaites et 2 matchs nuls. Quand même. On parle, ils ont une très bonne séquence par la suite. Et je me suis dit, je ne peux pas finir sans parler de leur fameux propriétaire. Sir Robert Kraft. Cet homme, un homme à femme. Ah oui. On peut pas empêcher un cœur d'aimer, tu sais. Ouais. Donc, je termine sur cette excellente note. Que j'aime la ville de Boston et ses équipes sportives. Ouais. On peut dire que c'est la ville du sport en Amérique, on peut le dire. Je sais pas, je m'en vais sur le site de Leeds et je commande tous les chandails des équipes. Nice. Parfait. Alors, tu t'es convaincu toi-même. Il s'est convaincu lui-même. Donc, on va passer à la dernière personne. Il va faire une chronique. On a un peu vendu la mèche sur ça. Je sais pas son sujet, mais en tout cas, bref, on verra. Donc, Max. Je sais pas. Ça serait vraiment bon que ça soit pas ça. Fait que moi, je l'ai fait sur les Blue Jays à Toronto. Non, c'est pas vrai. Of course, j'ai choisi mon équipe de cœur préférée, le Toronto FC. Pourquoi t'as pris cette image-là? Il savait que ça allait se starter. Attends, je vais me chercher une bière. Oh my God. Pour ceux qui peux faire une mise en contexte, Guillaume? Pour ceux qui ne voient pas à la maison, c'est José Altidore qui vient de marquer un but et qui met le doigt devant son visage en train de faire à la foule de l'Impact. C'est du jambon. OK, bon, Toronto! Le Toronto FC. Toronto FC a plusieurs surnoms, dont le TFC, les Reds puis les Clowns. Les Reds, excuse. Ils ont reçu leur expansion MLS en 2005. Puis ils jouent depuis 2007. Fait qu'ils ont reçu leur expansion, ils ont créé l'équipe. Ça a pris une couple d'années. 2007. Ils ont commencé. Leur premier match, ça n'a pas été fameux. Ils en ont perdu une coupe de suite. Puis écoute, ça a même pris plusieurs matchs avant qu'ils scorent juste un but. Que ça n'a pas été le plus grand départ, mais c'est une équipe d'expansion, c'est normal. La première victoire est arrivée le 12 mai 2007 contre Chicago. Ils ont gagné 3-1. Just saying que
saison MLS commence en mars, fait que ça a quand même pris 2 mois. En fait. Le reste de leur première saison a été pas mal aussi bon. Victoire, là. Ouais, il n'y avait pas grand match nul non plus, en tout cas. Bref, le reste de la première saison, ça a été à peu près aussi bon que le début de la saison, qu'on peut dire, parce que ça finit avec 6 victoires, 13 défaites, 8 matchs nuls. Tout ça pour finir dernier dans l'Est. Félicitations TFC. Ben ouais, non, c'est pas si pire, ils vont pouvoir prendre le premier choix du Super Draft. Non, mais c'est dans l'Est. C'est pas au total. En tout cas, au Super Draft, on s'en colle. En tout cas, je pense pas qu'il y avait pas encore le Super Draft dans ces années-là. Bref. Quand même, c'est quand même la première équipe canadienne en MLS. Oui. Faut leur donner les props pour ça. Ouais. OK. C'est un paragraphe de fait. OK, on continue. On continue, on lâche pas. OK. Parlant de début, 2008, c'est la première année du championnat canadien. Tournoi où est-ce que toutes les équipes canadiennes de soccer professionnel s'affrontent pour gagner justement la Coupe des voyageurs qui donne accès à la Ligue des champions de la CONCACAF. On a déjà expliqué. Allez écouter l'épisode, très intéressant. C'est moi qui jase pendant 1 heure de soccer. Très intéressant, je suis sûr que vous allez capoter. Bref. TFC, c'était l'équipe favorite pour gagner cette année-là parce que c'était la seule équipe de MLS au Canada. Puis devinez quoi? Je sais pas. Malheur de malheur. Ils ont perdu contre l'Impact en finale. Ah, mais 2e place, c'est bien quand même. Hein? Non, c'est sûr. Écoute. Avec ce qu'on a. Si je m'abuse, c'est quand même eux qui ont gagné le plus souvent la Coupe des voyageurs. Hein? Non, l'Impact l'a gagné 10 fois. Oh! Okay. Puis ils l'ont gagné 8 fois ou 7 fois. En tout cas. Bref. L'Impact. L'Impact est ce club de marde. En 2009, le TFC, ils se sont battus toute la saison pour avoir une place en série. Lors du dernier match de la saison, ça prenait une victoire absolument pour faire les séries, justement. Le match, c'était contre les Red Bulls, qui étaient bon dernier dans ce temps-là. C'était bon dernier de la Ligue. Ça s'est fini 5-0 pour qui vous pensez? Pour les Reds, of course. Quand je dis les Reds, c'est les Red Bulls, of course. Puis ça fait en sorte qu'ils n'ont pas fait les séries. C'est triste. Ils ont manqué le tournoi, qu'est-ce que tu veux? Ils ont manqué d'1 point. Ça m'attriste vraiment. Je vais rentrer dans ma voix. Ouais. C'était vraiment pas facile les premières années à MLS. Hein? Puis devinez quoi, ça continue de même. En tout cas, les années suivantes, ils n'ont pas été faciles non plus, surtout en MLS. Ils ont manqué les séries 8 ans d'affilée. Ils ont par contre eu du succès en championnat canadien, ça, c'est quand même bien. Ils ont gagné 4 ans de suite, de 2009 à 2012. C'est pas rien, c'est quand même un bon... C'est un bon... comment dire, c'est un exploit. Quand même gagné un tournoi 4 années de suite, où est-ce que les autres équipes, c'est pas des équipes qui jouent au top flight des États-Unis, de l'Amérique, mais en tout cas. Ouais, des clubs semi-pro, mais bref. C'est pas des clubs de première division, c'est ça que tu essaies de dire. Ouais, c'est ça, je cherchais mes mots, excusez. La direction du club était tannée d'avoir des résultats de marde. Fait qu'ils ont signé en 2015, ils ont signé 2 gros morceaux. Un certain petit Giovinco puis un grand Altidore. Un petit Italien puis un gros Américain. Hein? Parfait, ça. Ça fait un beau duo de... Il n'y a pas Bradley aussi qui avait signé en même temps? Plus tard, ça. OK. C'est un peu plus tard, Bradley. Mais bref. Fait que ça, c'était 2 joueurs offensifs. Ils évoluaient en Europe, les deux. Giovinco, il était avec la Juventus. Puis Altidore, il était avec Southampton, si je me souviens bien. Fait que c'est 2 joueurs qui jouaient en Serie A, la Grande Ligue en Italie, puis en Première Ligue en Angleterre, ce qui n'est pas rien. Fait que là, ça a vraiment aidé le club à avoir des meilleures performances offensives au terrain, qui était vraiment leur problème avant. Eux, c'était un club plus défensif, mais quand tu es défensif, souvent, c'est ça le problème, tu pas capable de scorer. Le problème que l'Impact a eu longtemps, c'est un club de marde, haha. En 2016, ils ont gagné le championnat canadien. Ils sont même qualifiés pour les séries. Fait que là, tu voyais les changements qu'ils ont faits, ça s'en venait bien. Puis j'étais vraiment content pour eux, tu sais. Ouais, c'est surtout en plus l'Impact de merde. Oui, en plus, tu sais, comme contre l'Impact, là, ils perdaient 3-0 à Montréal, puis ils ont réussi à marquer quelques buts pour pouvoir rapprocher. Ouais. OK, c'est déjà pas en passé, ça. On a passé non, mais ça. Ça a été important pour eux pour pouvoir. En 2016, le championnat canadien, ils ont gagné. Puis ils sont même qualifiés pour les séries, comme je disais, pour une 2e année de suite, après 8 années consécutives. Durant leur parcours en série, ils se sont rendus en finale de la Coupe. Mais malheureusement, ils ont perdu contre les Sanders en tir de penalty. Après un match de 0-0. Puis en passant tout un arrêt de Stephen Fry, qui est encore mis sur replay aujourd'hui, qui était, pour vrai, gros arrêt. Merci, Steve. Non, fuck you, Steven. Non, fuck you. Fuck you, en effet. C'était en 2017. Pardon? J'ai dit c'était uniquement de la chance. Ah, carrément. 2017, là, l'année d'après, là, les Reds se sont fâchés. Ils étaient tannés, ils voulaient gagner. Ils ont passé si près. Fait qu'ils ont continué sur leur lancée.
Ils ont gagné le Supporter Shield, qui est le trophée qui est remis aux gagnants au classement général à la fin de la saison. Ça, ils ont gagné même le championnat canadien, pour ce qui leur donnait accès aussi à la Ligue des champions l'année prochaine. Puis ils ont aussi gagné la MLS Cup contre les Sanders encore. Wow. Ben, ils jouaient encore contre les Sanders. Yes, sir. Ils ont gagné 2-0. Félicitations au TFC. Pour l'instant, c'est comme, attends, quand on dit succès en série, c'est 2-0 Toronto FC contre l'Impact. Un peu, là. Oh, mais l'Impact, on sait bien. C'est une merde. Ah, on parle de TFC, là. Devenant, c'était le premier club de la MLS à gagner un triplé domestique. C'est pas rien, c'est tout un exploit. Il n'y a aucun club qui a fait ça encore. Ben ouais. Quand même, props sur Toronto. Money. Il reste pas gros, ok. Depuis, les choses vont peut-être un peu moins bien. Les 2 années de suite, ils n'ont pas fait les séries. Mais ils ont gagné la Coupe des Voyageurs en 2018. Puis ils sont même rendus en finale de la Ligue des Champions. Mais ils ont perdu contre Guadalajara. Devinez quoi, au penalty encore, parce que Toronto puis les penalties, c'est pas leur strong suit, malheureusement. On voit ça. Oh, mais eux, ils jouent du vrai soccer. Les penalties, ça fait pas vraiment partie de la game. Mais non, mais tu sais, quand tu arrives en finale puis il faut que tu gagnes, c'est plate de perdre aux penalties, hein, 2 fois de suite. En tout cas, l'année dernière, 2019, Giovinco, leur joueur étoile qui avait signé, il est parti jouer en Arabie. Une grosse perte pour le club. C'était vraiment mon joueur préféré. La fourmi atomique, quel joueur technique et. Ben il y a encore Altidore, hein, c'est quand même le vecteur dans le vestiaire. Hein. Peut-être. Encore un peu. Okay. Ils ont aussi signé le milieu offensif Alejandro Pozuelo pour le remplacer justement Giovinco, qui est un joueur espagnol quand même qui fait très bien jusqu'à maintenant dans la ligue. Puis ils ont aussi signé un Argentin qui s'appelle Pablo Piatti. Ben oui, juste quand Ignacio Piatti partait de Montréal, tu sais, juste question de tourner le couteau dans la plaie comme il faut. C'est un très bon coup de leur qu'est-ce part, que tu veux, c'est la façon torontoise d'être respectueux. Hein? Ben, tu sais, quand le joueur est disponible, tu prends pas le nom, hein, tu vas pas avec le nom, là. Ben non, tu vas pas avec le nom, voyons. Surtout que, qu'est-ce qui est vraiment triste, par contre, il est arrivé au club, ça a pris 2 semaines, il est déjà blessé. Ben, ça m'a vraiment gotté. C'était triste. J'imagine que tu as acheté un chandail. J'imagine que tu avais acheté un chandail de Piatti à Toronto. Ah ouais, j'ai un chandail, c'est mon tapis d'entrée. Il est accroché sur mon mur, ouais. C'est ça, pour narguer toutes les femmes de exactement. Oui, il est dans ma fenêtre. Il reste pas gros. Okay, en 2019, justement, l'année passée, ils sont rendus en finale de la Coupe MLS, où est-ce qu'ils ont encore une fois affronté les Sounders, mais ils ont perdu 3-1 malheureusement. Mais quand même, se rendre en finale, c'est quand même un exploit, faut que tu battes beaucoup d'équipes. Moi, je trouve quand même que 3 finales en 4 ans, c'est quand même pas pire pour une équipe qui, au début, faisait pas c'est très bien. Ils font très bien. C'est une... C'est définitivement la meilleure équipe canadienne de soccer. C'est définitivement la meilleure équipe canadienne. On peut s'entendre pour dire que c'est dans le top de la MLS. C'est une des bonnes équipes. Là. On va s'entendre là-dessus. Ils sont nice à regarder jouer, surtout. Moi, je suis un gros fan de OK, il en reste pas gros. Il faut que je me concentre. Ils sont aussi rendus en finale canadien l'année dernière. Hein? Une autre finale. Ben oui. Ils ont affronté l'Impact. Un match qui s'est encore rendu aux penalties. Puis devinez quoi? Est-ce qu'il allait briser leur 18 de défaite aux penalties? Ben non! Ah, gang de suckers! Fuck Toronto, gang de mange-marde! Wow! Excusez. Attends un peu, est-ce que ton fusil a changé d'épaule, Max? T'aimes pas Toronto? Là? Je suis un bandwagon fan, je suis un plastic fan, qu'est-ce que tu veux? Sorry. Gang de plot. En tant que. Puis la photo. Ça va durer le temps que ça a duré, Max. Peux-tu nous expliquer un peu la photo, Max? Non. Bon. Ça fait le tour. C'était très rigolo comme épisode. On a eu des belles chroniques positives sur des équipes qu'on adore ou qu'on déteste. Donc, c'est tout pour Match Nul cette semaine. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le prochain épisode, c'est le dernier épisode de Ben! Fait que. Ben oui. C'est ça, Ben. Manquez pas ça. Ben, manquez pas ça, parce que c'est lui qui va décider tout ce qu'on fait dans l'épisode. Donc, ça va être le maître qui va tout décider, voir ce qu'on fait. Ça vient avec la grande responsabilité. Et, c'est ça. Tu veux pas prendre des décisions, là, tu vas en prendre.
Donc, c'est ça. Donc, peut-être que ce sera... on sait pas que ça va être. Il va peut-être avoir un Benny Mini trop long. On va peut-être avoir un Wong Fei-Hung filmé pendant 1h30. On sait pas. Tout va selon lui. On sait pas. Donc... ça pour dire que vous pouvez vous inscrire, vous abonner, comme toutes les autres personnes sur YouTube disent, à notre YouTube ou à leur YouTube. Je sais pas s'ils disent à notre match nul. Mais en tout cas, bref, abonnez-vous. Allez liker notre page Instagram, Facebook, puis les autres. Tout le reste, Twitter. Tout le reste. Il y a plus de contenu qui s'en vient sur YouTube. Je vais commencer à sortir du contenu bientôt. J'attends encore ma calice de webcam. Merci Amazon. Ça s'en vient. Nous, ça continue fort là, pour ceux qui écoutent bien notre série de Super Blood Hockey. Vous savez de quoi je parle? En tout cas, bref. On continue. Tout ça pour dire que on espère vous revoir la prochaine. Pas de Street Mode la semaine prochaine, toujours en confinement parce qu'on est trop cool pour faire du podcast en confinement comme tout le monde le fait. Fait que. C'est tellement grand public, ça, le podcast de confinement. Ah non, c'est ça. Fait que nous, on est... Bref, en tout cas, on se revoit dans 2 semaines pour l'épisode de Match Nul.